Et nous, ben non. Nous, il n'y a pas d'élevage de poulets. On pourrait peut-être s'y mettre en Normandie. Ce que j'en dis, peut-être. Normandie-Terre, pas forcément Normandie-Mer. Bon, ça se reproduit très bien, tout ça. Enfin, c'est vrai que ça pose des problèmes. Enfin, c'est une nouvelle frontière quand même possible pour la Normandie aussi, et la Bretagne. Bon, donc ça c'était le poisson. Bien. Et maintenant, vous l'attendiez tous. La sauterelle est arrivée. Ah ben oui, sauterelle. Pourquoi je parle de la sauterelle? Ben, si on fait des élevages d'insectes, on ne va pas élever des scorpions. On va forcément élever les insectes qui sont chez nous, parce que le jour où il y a un trou dans le grillage et qu'ils s'en vont, si on veut se faire mal voir, il faut qu'ils piquent pas trop, etc. Bon, mais on va quand même pas se manger des brochettes de sauterelle. Attendez, moi je pose une petite question. Qui est-ce qui a déjà mangé des escargots? Levez la main. Ah, vous êtes dégoûtant. Attendez, l'escargot c'est bien plus dégoûtant que la sauterelle. C'est plein de barres. Ah, qu'est-ce qui a déjà mangé des cuisses de grenouille? Ah, le monde entier nous trouve infects. C'est plein de vases. Ben oui, et c'est complètement dans la tête. Donc il y en a qui préfèrent manger des brochettes de sauterelle à des cassolettes d'escargot, chacun son truc. Alors bon, prévoir un petit délai pour changer le plat du jour de cassolette d'escargot à brochette de sauterelle en France. Mais enfin, au Vietnam, en Madagascar, allons-y. Bon, mais on les mangera quand même, hein. Ben comment? Ben attendez, on va faire des élevages de sauterelles, ça se reproduit à mort, c'est 2 pour 1 là, hein. 2 kilos de céréales pour 1 kilo de sauterelle. On les fait griller, on les moue, ça fait de la farine protéinée. À votre avis, qu'est-ce qu'il y aura dans les barres chocolatées de nos petits-enfants dans 20 ans? Eh bien, dopés aux farines protéinées. Pas de problème. Et les élevages de poulet, eh bien, quand il n'y aura plus de soja, en fait, le poulet, quand il est dans la nature, il voit une sauterelle, il la prélève. Ça n'a rien de choquant de nourrir les poulets aux sauterelles. Donc les sauterelles, c'est l'avenir du soja. Bien, donc on mangera certainement de la sauterelle, soit sous forme de barre chocolatée, soit sous forme de poulet. Bien, au total, excusez-moi, j'ai pris du temps, donc on va accélérer. Il faut augmenter de 70% la production agricole mondiale. J'ai fait une longue explication pour expliquer ça, parce qu'il y a plein de gens qui disent, non mais quand même, 70%, il exagère, non? Ben non, il n'exagère pas du tout. Entre 2,5 milliards de gens de plus en plus de gens qui mangent de la viande, de plus en plus de gens qui boivent du lait, et en plus du gâchis. Bon. Et en plus, sortir de nos champs, un peu de nourriture et quand même, aussi un peu d'énergie, un peu de médicaments, un peu d'emballage, il faut augmenter de 70%. C'est très différent suivant les pays. En Afrique, fastoche, il suffit de multiplier par 5, c'est comme si c'était fait. C'est impossible. Donc il faut avoir le courage de dire aux Africains, vous êtes végétariens, surtout restez-le. Attendez, la population va doubler. Que tout le monde mange en Afrique quand ils sont 2 milliards, à condition que ce soit du 1000. Si c'est beefsteak, c'est pas possible. À condition que ce soit du 1000, c'est quand même multiplié par 3. Ben, on va pouvoir faire les comptes. Vous allez vous rappeler, la population va doubler. Il faut multiplier par 2. Mais c'est déjà 50% de la population qui ne mange pas à sa faim, donc il faut multiplier par 3. C'est pas gagné. C'est possible. Je vous signale, c'est ce qu'on a fait en Bretagne, en Normandie, en Pays de la Loire. Multiplié par 3, en 40 ans, la production agricole. Donc ça n'est pas impossible. Enfin, on ne les voit pas prendre le chemin. En Asie, c'est multiplié par 2,5, c'est plus facile, ils n'y arriveront pas non plus. Parce qu'en Asie, ils sont déjà très nombreux. Ils sont plutôt bons en agriculture, contrairement aux Africains. Et il y a très peu de terre et très peu d'eau. Donc c'est une conférence d'une grande gaieté au XXIe siècle. L'Afrique n'arrive pas à se nourrir, l'Asie n'arrive pas à se nourrir. Heureusement, il y a l'Amérique. En Amérique, ça va le faire. C'est plein de terre et plein de réserves de productivité. En Europe, le problème se pose complètement différemment. Ben oui, on mange déjà, on ne fait plus d'enfants. Tu parles d'une nouvelle frontière. Les paysans, bah, tu peux diminuer de 10%. Tu fais de la qualité quand même. Enfin, finalement, c'est assez simple. Hein. L'Europe, ça va être un îlot de prospérité au milieu d'un monde de crève-la-faim. Enfin, si tout reste égal par ailleurs. Tout
tout ne reste pas forcément égal par ailleurs. Vous avez remarqué qu'il fait un peu chaud. Hein. Enfin bon, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le temps à Torigny aujourd'hui, hein, mais le réchauffement de la planète, c'est quand même important. Bon, alors, il y en a qui disent que c'est pas vrai, c'est que des mensonges, hein, un ancien ministre ici, tout ça. Enfin, surtout aux États-Unis, vous vous souvenez? Il y en a qui disent que c'est pas vrai. Bon, alors, la NASA, elle est aux États-Unis, elle a dit, ben, je vais regarder. Ce que j'aime bien, c'est les cartes du monde, moi. Donc, ils font des cartes du monde sur 130 ans. Alors, je vous explique la règle du jeu. C'est la carte du monde. On compare la température de l'année à la température du siècle, du XXe siècle. On compare la température de l'année à la température sur 100 ans. Lorsque la température est la même cette année-là que le siècle, on laisse en blanc. Quand c'est 1 degré de moins, bleu ciel, 2 degrés de moins, bleu foncé. 1 degré de plus, jaune, 2 degrés de plus, orange. Vous avez compris? C'est parti. 1, 2, 3, partez. Allez, on finit le 19e siècle pour arriver enfin au 20e siècle. Le 20e siècle, je fais mon Roger Coudert, voilà. Petite crise économique, une deuxième guerre pour se réchauffer, voilà. Et on arrive aux 30 glorieuses. Tatam, tatam, mai 68. Voilà, la gauche, la droite, la gauche, la droite. On arrive au 21e siècle et on ne va pas être déçus. On ne va pas être déçus. En général, quand je passe ça, petit silence dans la salle. Il y en a qui disent que c'est pas vrai. Enfin, on peut quand même constater que les années froides, c'est plutôt avant, les années chaudes, c'est plutôt maintenant. Moi, ce que j'en dis, il faudrait peut-être faire quelque chose. Parce que, conséquences sur l'agriculture. Allez, on fait ça vite, parce que on pourra faire une conférence entière. Des cyclones et les tempêtes pluvieuses. Bon. Des cyclones et les tempêtes pluvieuses. Chez eux, surtout. Chez nous, un peu. Chez nous aussi, un peu. Bon. Des canicules plus fréquentes. Vous savez ce que c'est une canicule en France? C'est pendant 5 jours, plus de 30 degrés, avec des nuits à plus de 20. Bon. Pour le moment, des canicules, il y en a 3-4 jours. En 2050, ils en prévoient 50 en Normandie. Bien. Vous savez, on est là, hein. Notre climat, ça va être Sud-Biarritz. Notez bien que vous êtes privilégiés à Saint-Lô, parce qu'à Angers, notre climat, ça va être Sud-Nice. Ah, quand même. Climat de Nice en 2050 à Angers? Ah je vous rassure, il y aura de l'eau, hein. Vous avez vu, les vents dominants viennent par là. Donc il y aura de l'eau, mais pas le petit crash à moto, ça c'est fini. Non, il y aura des tempêtes pas possibles, des inondations, et à partir du 15 mai jusqu'à la Toussaint, terminé. Bien. Donc voilà ce qui nous attend. Même ici quand même, hein. Des tempêtes, moins de gel, des étés plus secs. C'est quand même, ça rend un peu plus compliqué l'agriculture, hein. Bon, disparition des deltas fertiles. Nous ça va, ici vous avez vos falaises, ça va. Non, nous, par exemple, disparition de la Camargue, ou bien de la Vendée. Mais nous, c'est rien. Vous, les Camarguais, chaque chambre de commerce s'adopte 10 Camarguais, ça va le faire. Non, mais tous les deltas du monde vont être sous l'eau. Le delta du Gange, sous l'eau. Le delta du Zambèze, sous l'eau, etc., etc. Il n'y en a qu'un où ça va marcher, c'est le delta du Rhin. Vous avez noté la différence entre les Hollandais et les Vendéens. Hein? Ben oui, le Hollandais, lui, il entretient ses digues. Bon, donc, le delta du Rhin, ça va le faire. Le delta de la Loire, c'est pas sûr. Bien. Avancée des déserts sur les savanes. Le Sahel se transforme en Sahara. La Mongolie se transforme en désert de Gobi. Et l'Australie devient désert. Ah, qu'est-ce que c'est gai? Moins d'eau, trop d'eau. Ah ben oui, moins d'eau en Russie égale trop d'eau au Pakistan. Vous avez remarqué que chaque année, on nous parle à la fois de sécheresse dans certaines régions du monde et d'inondations dans d'autres. Dans les deux cas, prévoir un petit délai pour manger. Voilà. Manger avec quelle eau, au fait? Parce que les plantes, il y a une malfaçon de base. Le bon Dieu, là,
le quatrième jour de la création, il était amoureux, je ne sais pas quoi il pensait, mais il a oublié le moteur. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque-là? Les plantes ont été livrées sans moteur. En fait, je ne sais pas si vous avez réfléchi comme ça. Comment elles font les plantes pour pousser puisqu'elles n'ont pas de moteur? Ben, il n'y a qu'à les écouter, elles font capillarité. C'est le coup du buvard. Vous savez, quand on était jeune, on trempait un buvard sec dans un verre d'eau et devant nos yeux ébahis, ça montait sans moteur. Mais on a tous trempé le buvard mouillé. Quand on trempe le buvard mouillé, il ne se passe rien. Il faut que le buvard soit sec. Autrement dit, les arbres que vous voyez là, pour qu'ils aient poussé, il faut qu'ils aient transpiré comme des malades. Si c'est pas sec en haut, il n'y a pas de danger que la sève monte. Donc, le boulot de la plante, c'est d'abord de transpirer beaucoup. Beaucoup combien? Ben, il y a un seul chiffre à retenir, 1 kg de céréales, 1 tonne d'eau. Ah, quand même. Oui, mais 1 kg de poulet, ben 4 tonnes d'eau, puisque vous vous rappelez, 1 kg de cochon, 6 tonnes d'eau, 1 kg de bœuf, 11 tonnes d'eau. Et dans notre assiette d'Européens carnivores, 4 tonnes et demie d'eau dans l'assiette tous les jours. Ça relativise la carafe d'eau, hein. Il a fallu 4 tonnes et demie pour remplir l'assiette, plus la carafe. Autrement dit, il y a un vrai problème, est-ce qu'on aura de l'eau pour manger? Voilà, alors je vous rassure, quand on habite au bord de la mer, on sait qu'il y a beaucoup d'eau. Enfin, beaucoup d'eau, pas tant que ça. C'est très plat, mais c'est pas très profond la mer. Regardez, ça c'est une image que je trouve intéressante. Allez, on prend toute l'eau, on la met en tas. C'est pas tant que ça, hein? Enfin, ça c'est, on est bien d'accord, c'est l'eau qui sert à rien, c'est l'eau salée. Les paysans sont pénibles, ils n'aiment pas l'eau salée. Ah, c'est déjà 86% de l'eau. Ben, nous on veut de l'eau douce. Ah ben l'eau douce c'est ça. Ah ben c'est pas beaucoup. Ah non mais attends, ça je vous rassure, ça c'est l'eau douce qui sert à rien. Ça c'est l'eau douce qui est dans les glaces permanentes des pôles ou bien trop profondes. Non mais attendez, c'est mal compris. Moi je veux de l'eau douce qui sert. Ben, l'eau douce qui sert c'est ça. C'est tout. Ah ben, quand on voit le globe comme ça, on se dit, ah oui quand même. Quand on est à Granville face à la mer, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau. Mais quand on doit réellement arroser, on dit, ah ben, il n'y a pas tant d'eau que ça. Hein. Et puis c'est très très mal réparti. Alors les scientifiques ont dit, ben c'est pas grave, t'as pas d'eau. Il n'y a qu'à arroser. Ils ont même inventé un mot plus savant, il n'y a qu'à irriguer. Et je vous signale, on a fait un effort considérable. 1 champ sur 7 est irrigué dans le monde aujourd'hui. Ben oui. C'est pas sûr que ça dure. Hein. Regardez là, ça, c'est la Jordanie. Ça vous évoque le mot développement durable? Attendez, en Jordanie, ça fait 6000 ans qu'il ne pleut plus. Là, ils mangent en pompant l'eau d'il y a 6000 ans. À la fin des fins, le chameau reprend ses droits et la Jordanie, j'espère qu'on fera un peu de rab, de nourriture dans la Manche pour le vendre au pays d'Afrique du Nord si on veut un peu de paix. Voilà. Alors nous, on a un petit problème, enfin, c'est rien du tout. Le problème à l'échelle mondiale, c'est je ne peux pas avoir un peu d'eau pour manger. Nous, c'est vous ne pourriez pas rendre l'eau aussi propre que vous l'aviez trouvée. C'est très simple comme problème à côté. Bien, moins d'autres d'eau. Augmentation du risque sanitaire. Alors, je vous présente le principal assassin du monde. À lui tout seul, bon, je vais peut-être exagérer. Au moins 800 000 morts. Ah ben, il est beau celui-là. Hein. Ah non, mais ça, c'est le principal assassin du monde entier. Alors, il est très décrié. C'est vrai que c'est difficile de défendre les moustiques. Hein. Enfin, je vais essayer. Il y a un défaut que n'ont pas les moustiques. Le moustique n'est pas raciste. Regardez comment ça fonctionne. Le moustique est en Afrique noire, il voit un noir, il pique. Hein. Il remonte, il voit un arabe, il pique. Il remonte, il voit un espagnol, il pique. Il arrive à Coutances, il pique. Autrement dit, si on a chaud, on va avoir toutes les maladies des pays chauds. La fièvre catarrhale ovine, la peste équine, la fièvre de la vallée du Rift, etc. Tout ce qu'on veut, la leishmaniose, la leptospirose, la fièvre du Nil occidental, ça va être génial le XXIe siècle. Il faut bien se dire une chose, si on a chaud, on va avoir toutes les maladies des pays chauds, ça ne va pas être simple. Les maladies des animaux et les maladies des végétaux.
Parce que chaleur plus humidité égale maladie. Tout le monde le sait. Donc ça ne va pas être simple le XXIe siècle. Baisse des rendements. Voilà, bon, allez, tant pis. Et fin de la biodiversité. Bon, alors, on va sécher le deuxième chapitre. Allez, tant pis, excusez-moi, j'ai pas le temps, sinon je vais me faire engueuler. Et puis attendez, il y a l'apéro qui nous attend, tout ça. Bon, voilà. Croyez-moi sur parole. Donc il faut augmenter de 70% la production agricole mondiale et nos solutions ne marchent plus. Bien. Alors, nos solutions, je vous les résume quand même. Je savais que j'arrive jamais à faire le deuxième chapitre. Nos solutions, c'était Monsieur Plus. Ah, vous savez, comme la pub dans le temps, plus de caramel, plus de... Bon, ben nous, c'était 6 fois plus. Toujours plus de terre, toujours plus d'eau, toujours plus de pétrole, toujours plus de chimie, toujours plus de tracteurs. Ben, c'était fastoche. Quand je dis l'agriculture jusque-là, facile. Ben oui, ça consistait à produire plus, c'est pas toujours mieux avec plus. Attention, on a changé de siècle. 1, 2, 3, maintenant c'est moins. Tout en même temps, hein. Toujours moins de terre, toujours moins d'eau, toujours moins de pétrole, toujours moins de chimie et plus de tracteurs. Mon vieux, c'est pas si évident. Et quand même plus 70%. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il nous reste la mère nature. Bienvenue dans le siècle des biotechnologies. Bien. Alors, dans le siècle des biotechnologies, la chorale de famille entre les bio, je ne vous dis pas les chorales de famille, c'est les bio. Oh là 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 là, parce qu'il y a 2 familles dans la bio. Il y a la famille accélérée, et il y a la famille respectée. Alors, la famille accélérée est très honorablement représentée aux United States of America. Alors, la famille accélérée, attendez, il faut augmenter de 70%. Plus d'insecticides, plus d'herbicides, plus d'engrais, plus de tracteurs, plus de pétrole. Et comment on va faire, les gars? Et c'est là que le savant foiré, on dit, mais non, mais je t'arrange le coup. Je te mets directement la fonction dans le gène, et les OGM sont arrivés. Succès mondial. Alors, on ne peut pas du tout juger des OGM quand on habite à Torigny-sur-Vire. Ben oui, nous, on n'en veut pas. Mais en plus, on n'est qu'au début des prolégomènes du commencement des OGM. On n'a inventé que 2 OGM nuls pour le moment. Attendez, un OGM naturellement insecticide en oubliant que tous les insecticides qu'on a inventés, au bout de 5 ans, les insectes étaient vaccinés contre l'insecticide. Donc ça marche pareil avec l'OGM insecticide. Ou bien un OGM qui sert à faire vendre l'herbicide qui gagne plein, celui qui le vend, il gagne plein d'argent avec. Tout le monde sait qu'au bout d'un moment, les plantes, elles sont résistantes à l'herbicide. Donc tout ça, c'est nul. C'est le début. Non mais en 2050, il y aura 285 OGM, il n'y en aura pas que 2. Mais pourtant, avec ces 2 OGM nuls, en fait, combien de divisions? Eh ben, 1 champ sur 10 sur la planète. 8 fois la superficie de la France. 17 millions d'agriculteurs. Il y a plus d'agriculteurs qui sèment ces OGM nuls actuellement sur la planète que d'agriculteurs dans l'Europe des 27. Ah oui, donc c'est... Le coup est parti. Le coup est parti. Sauf chez nous. Alors au moins, le match, il est clair. En Amérique, OGM 1, anti-OGM 0. En Europe, moustachu 1, Monsanto 0. Moustachu, plus fort que Monsanto. Bon. Ah, quand même, la puissance de la moustache, hein. Bon, et donc, on est quand même dans cette situation. Il faut arriver à produire plus avec moins, mais sans OGM. Et comment on fait? Il y a beaucoup de gens qui disent, on fait comme avant. Attendez, on va droit dans le mur, les gars. Peut-être relever la tête. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? La mère nature, les bactéries, les champignons, les vers de terre, les abeilles, les plantes, les arbres. J'espère que ça va rassurer. Et c'est là qu'on a inventé un mot dont on est très 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 fier dans notre école, parce qu'il faut quand même produire plus, même en Europe, mais nos technologies sont en train de s'effondrer. Et donc, pour le moment, on va changer. On sait faire de l'agriculture productive. Vous connaissez tous ce mot. Ça veut dire on produit beaucoup, mais on n'a pas confiance dans la nature. La nature, non, c'est pas fiable, hein. Les ouragans, la grêle, la sécheresse, les criquets, non, la nature c'est nul. Non. Le moins de nature possible et le plus de chimie possible. Les poudres vertes, violettes, oranges, ça, c'est...
Alors, il y a des fuites, c'est pas grave, on y arrive. Mais c'est fini. C'est fini parce que les ressources de la nature sont limitées. Et puis alors, les écolos, on aura le bol des fuites. Hein, les écolos disent non, attendez. Je veux me baigner dans une plage sans algues. Et puis, plus difficile, je veux boire de l'eau du robinet. Et puis, quand même, le cancer, vous avez un peu exagéré, non? Arrêtez le cancer. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là qu'on a inventé l'agriculture écologiquement intensive. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Vous êtes écologiste? Ou vous êtes intensif? Ben, les deux, en général. Ben, évidemment, les deux. Attendez, c'est les écologistes qui ont raison. On est vraiment au bout des limites de la planète. Maintenant, il ne faut pas dire avec moi. Et puis, attendez, on a cassé le joujou, la planète se réchauffe. Le problème, c'est qu'on est nul en écologie. On est renul de chez nul en écologie. C'est normal, regardez. L'INRA, grand centre de recherche agricole français, 7000 chercheurs. Ils ont divisé en deux. Ils ont déjà mis 6950 sur l'agriculture chimique et 50 sur l'agriculture biologique. C'est normal. À votre avis, on est meilleur en agriculture bio ou on est meilleur en agriculture chimique? Attendez, c'est évident. C'est évident. Les découvertes de l'agriculture chimique, elles sont derrière nous. Les découvertes de l'agriculture bio, elles sont devant nous. On n'a pas commencé à chercher. Heureusement, il y avait un barbu chevelu qui faisait ça. Enfin bon, vous savez, l'agriculteur qui se convertit au bio, vous vous rendez compte d'ailleurs le poids de ce mot, se convertit au bio, ben, c'est 40% de moins. Au XXe siècle, où on pensait produire trop mérite agricole à tous les bio. Mais maintenant, le compte n'y est pas. Il faut augmenter de 70%. On ne va pas commencer par reculer de 40% partout où on est bon en agriculture, sans savoir si ceux qui ne sont pas bons en agriculture vont augmenter leur production, si on va augmenter de 70%. Donc, il faut intensifier la bio. Bien. Alors, ça veut dire quoi? Ben déjà, on va réduire les fuites. Tout le monde sera content. Et puis surtout, au lieu d'utiliser les ressources naturelles non renouvelables, on va utiliser les ressources de la nature. Alors, à partir de là, c'est les coiffes, hein, accrocher les ceintures. Bon, ça c'est pas moi je suis du code saltimbanque. Je vous récite la leçon d'autres qui pensent. Bien. Alors, premier principe, on va arrêter de labourer. Ça commence bien. Vous savez, labourage et pâturage sont quand même les deux mamelles de la France, hein. Et il y a une mamelle qui a la mamite. C'est pas le pâturage. Donc l'avenir, c'est ça. Ah d'accord. Regardez. Essayons de réfléchir. Le labour, ça consiste à mettre énormément d'essence dans un gros tracteur pour aller chercher les cailloux au fond, pour les mettre au-dessus. Ah oui, si on aime les cailloux. Vous avez vu l'état de nos champs maintenant? Ça consiste à tasser les champs, comme ça, quand il pleut, ça fait une belle mare. Bah oui, si on aime les mares. Ça consiste à donner à manger les vers de terre aux petits oiseaux. Bah ouais, si on aime les petits oiseaux. Et ça consiste à remettre les engrais de cette année sur le sol au moment où les vents de l'automne vont les transformer en gaz à effet de serre. Bah ouais, si on aime les gaz à effet de serre. C'est une histoire de fou. Au fait, c'était pourquoi le labour? Pour éliminer les mauvaises herbes, ouais. Enfin, les mauvaises herbes de l'année dernière, hein, on est bien d'accord. Regardez, on retourne. Et l'année d'après, ah, les mauvaises herbes viennent de se ressortir. C'est quand même un truc vachement primitif, le labour, quand on est réfléchi. Et donc, mais prenons un autre exemple. Certains d'entre vous prennent peut-être l'avion. Très mauvais pour la planète, mais ils sont à côté du hublot. De quelle couleur est la France au mois de mars, au fait? Marron. Oh, c'est cette faute de goût. Je ne sais pas si vous avez réfléchi ça comme ça. On a un énorme problème d'énergie sur la planète. On utilise nos champs que 6 mois par an. Attendez, ça ne va pas du tout. Tout rayon du soleil qui nous fait l'honneur d'arriver sur un champ, il doit produire du carbone et de l'azote. Il faut faire au moins 2 récoltes par an. L'hiver, on fabrique notre engrais en récoltant, en fixant du carbone et de l'azote, et on embraye au printemps pour se faire à manger. Voilà. Bon, pas le temps de faire ça. Voilà, l'avenir c'est ça. L'avenir c'est ça. Alors, les agriculteurs, c'était des laboureurs. Alors maintenant, c'est quoi? Les agriculteurs nouveaux sont les éleveurs de vers de terre. Allez, ça change tout. Semi-direct. Qu'est-ce qui se passe en dessous, là? Eh bien, on élève des vers de terre. Dans un champ bio, là, une prairie bio, bien bio, de chez bio, avec bon... Vous savez combien il y a de vers de terre? 5 tonnes. Quand vous voyez des vaches dans un champ, vous vous dites, il y a plus de poids de vers de terre
en dessous que de vaches au-dessus. Et je vais vous faire une confidence, ils ne font pas les 35 heures, ils travaillent même le dimanche. Ils ne font pas grève. 5 tonnes de vers de terre, c'est pas mal. Hein, ben, c'est bien mieux que la charrue. Voilà. À votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'agriculteur, là? Eh bien, il sème. Comment il sème? Ben oui. Et ça sert à quoi? Ben ça, c'est l'engrais. J'ai fabriqué l'engrais cet hiver. Attendez, il a confiance pour mettre la petite graine là. Ah ben, c'est une agriculture très prise de tête, très compliquée. Hein. Faut déjà avoir le moral pour mettre une petite graine là. Et espérer que tout ça, ça va pourrir, ça va nourrir les vers de terre, et à la fin des fins. Donc c'est une agriculture très compliquée, c'est pas n'importe comment. Bien. Alors, dans cette terre couverte 365 jours par an, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, des mélanges de plantes. On va mettre ensemble des plantes à racines profondes avec des plantes à racines superficielles. Comme ça, ça pousse en même temps. On va mettre ensemble des plantes godiches. Celles qu'on aime bien mais qui sont un peu godiches. Les céréales. Les céréales, hein, eh ben, elles sont dans un air où on nous apprend qu'il y a 78% d'azote. Et elles font un caprice, elles disent non, moi je veux prendre les céréales, je veux prendre l'azote par le... Heureusement, il y a des plantes qui font moins de caprices, les légumineuses. Elles disent ah, moi le bon azote, elles se nourrissent, et en plus elles sont sympas, elles en laissent pour les suivants. C'est pour ça que dès le Moyen-Âge, on a compris que si on faisait 10 fois du blé dans le même champ, à la fin il n'y avait plus de blé. Ben, pourquoi pas mettre les plantes en même temps? Et puis ensuite, il y a l'effet push-pull. L'effet push-pull, génial. Excusez cet anglicisme. L'effet push. Je mets au milieu du champ des plantes qui sont mauvaises, qui éloignent les insectes. Push. Et puis dans la haie, ben, je mets une friandise à insectes. Pull. Effet push-pull. Plus besoin d'insecticides. Etc., etc. La seule limite, c'est l'imagination de l'homme. Regardez, par exemple, ça c'est une expérimentation qu'on fait dans mon école. Là, vous reconnaissez le blé, droit dans ses bottes. Et autour du blé s'enroule le pois. Ben, le pois est vachement content de s'enrouler autour du blé pour se tenir. Mais le blé, il dit oui, mais c'est pas gratuit. Ben, qu'est-ce qu'il fait, le pois? Il prend l'azote de l'air et il en file au blé. Donc ça, c'est la version la plus compliquée. Il faut être français pour inventer ça. C'est tout mélangé. C'est vachement compliqué. Ça nécessite de semer des plantes qui se sèment en même temps, qui poussent en même temps sans se gêner en se complétant, qui se récoltent en même temps et qui n'ont pas la même taille pour pouvoir à la fin tamiser. C'est quand même la version compliquée. Hein. Enfin bon. Alors je vous fais la version américaine, plus simple, plus ordonnée. Là vous avez du blé. C'est la moissonneuse batteuse. Elle récolte le blé. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont foutu au milieu du blé? Ben, du soja bien sûr. À quoi il sert le soja? Ben, à fixer l'azote de l'air. Et à engraisser le blé. Non, à quoi il sert pour de vrai? Attendez, 2 mois après, la même moissonneuse batteuse arrive, on abaisse la barre de coupe, et dans ce champ, on fait du blé plus du soja, avec moins d'engrais. Ah oui, ça c'est l'agriculture de demain. Entre parenthèses, sur une agriculture comme ça, il faut un GPS. Hein. Sinon, après l'apéritif, le paysan, il n'y arrive plus. Non, il faut le... D'ailleurs, les fabricants de tracteurs vous les disent, le problème sur le tracteur, c'est le paysan. Ah ben, il coûte très cher. Il veut la stéréo, l'air conditionné, il zigzague. Ah non, le vrai tracteur, c'est celui qui est gouverné par le CPS. Enfin, voilà. Bon, troisième principe, on va mettre des arbres. Attendez, je ne sais pas si vous avez essayé une fois d'aller dans un champ et d'arracher un épi de maïs. Le maïs, 2,50 m. Mais en dessous, rikiki, 50 cm. Attendez, essayons de réfléchir. On a un énorme problème de ressources naturelles. Non seulement on utilise nos champs que 6 mois par an, mais en plus on n'utilise que 50 cm. 50 cm d'azote, 50 cm de phosphore, 50 cm de... Mais qu'est-ce que c'est que le travail? Il faut aller chercher plus profond. Ben, c'est qui peut aller plus profond? Ben, l'arbre. Et lui, il prend son temps, l'arbre. L'arbre, lui, il va chercher les ressources à 5 mètres de profondeur. Donc, il faut qu'on installe notre champ de maïs sur un lit de racines d'arbres qui vont chercher les ressources plus profondes. Attention, c'est pas simple du tout, hein. C'est pas n'importe quel arbre, avec n'importe quelle plante. Et au fait, tous les combien? Ben, tous les 20 mètres. Pourquoi tous les 20 mètres? Ben, parce que l'arbre, il fait ses racines sur 10 mètres. Ah oui, ça va changer, surtout dans le bassin parisien. Ici, quand même, il y a encore des arbres.
Ouais, ça va changer. Alors bon, on va faire la largeur de la moissonneuse-batteuse, voilà. Enfin, vous savez, regardez, en ville. En ville, après la guerre, on a dit, il faut être moderne. Allez, les tramways, terminé, arrachez-moi ces rails, il faut que la voiture s'exprime. Et le vélo, mettez-le chez grand-mère pour le mois d'août. Maintenant, faire et les faire, c'est toujours travailler. On remet des vélos et des tramways partout. Ben, la campagne, c'est pareil. On a dit, retirez-moi ces haies, il faut que le tracteur s'exprime. Mais attendez, il n'y a plus de haies. Il n'y a plus d'oiseaux. Il n'y a plus d'oiseaux, c'est bourré d'insectes. On ne veut plus d'insecticides. Ben, remettez des haies, qu'est-ce qu'on voulez que je vous dise? Faire et les faire, c'est toujours travailler. Mais au lieu de les mettre en rond, on va les mettre en long pour que le tracteur continue à s'exprimer. Bien. Allez, l'arbre, il faut le voir comme ça. Nous, on a tendance à voir que ça, mais c'est comme un iceberg. Bon, et ça, sous toutes les latitudes. Ça, par exemple, à Java, exotique en diable. C'est une rizière. Quand on a fini le riz, déjà, on a mis des cocotiers, puis on met des choux et des haricots. Dans ce champ, on fait de la noix de coco, du riz, du chou, du haricot, et tout ça, ça cède à pousser. Voilà. Et puis, on met des trucs en plus étagés. Bien. Et puis alors là c'est la Normandie. Tout le monde sait en Normandie que le camembert se marie avec le cidre. Enfin, ça fait des siècles qu'on élève les vaches sous les pommiers, le pommier est content, la vache aussi. Donc ces associations entre les plantes et les animaux, elles sont évidentes, mais il n'y a pas que les vaches. Les canards sous les arbres, les moutons sous les arbres, les poules sous les arbres, tout le monde sous les arbres. Voilà. Et puis tout le reste.